Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo un peu originale par sa forme, un peu originale par son contenu. Alors par sa forme tout simplement parce que c'est la première fois où je me présente à vous face caméra. Alors vous avez déjà eu l'occasion de voir ma tête, hein. D'ailleurs j'espère que vous n'allez pas vous la payer, mais vous avez déjà eu l'occasion de voir ma tête dans certains reflets d'écran, de téléphone que j'étais en train de tester. Donc c'est peut-être pas la première fois où vous me voyez, mais enfin en tout cas c'est la première fois que vous me voyez de façon aussi explicite, aussi visible on va dire. Donc ça c'est l'originalité de la forme. Et l'originalité du contenu, parce que c'est la première fois aussi où je vais faire une vidéo de réponse aux questions. C'est une vidéo de fac, hein, foire aux questions, en anglais on dirait de la FAQ, Frequently Asked Questions, avec mon très bon accent anglais, hein, encore une fois de plus comme vous l'entendez. Donc voilà, c'est un peu une vidéo originale par sa forme, vous l'avez compris, par son contenu. Je vais répondre à une série de questions que vous m'avez posées, puisque tout simplement en fait, je vous ai tout simplement proposé de me poser vos questions sur le blog, sur le forum, sur la chaîne YouTube, sur Twitter, sur Facebook, etc. Vous m'avez posé, vous avez été nombreux hein, justement à répondre à ce fameux appel, à me poser des questions. J'ai dû faire une synthèse, il y en avait certaines qui se recoupaient. Et voilà, j'ai dû sortir une petite liste d'une vingtaine de questions à laquelle je vais répondre maintenant. Je vais citer le nom des personnes qui m'ont posé les questions, en tout cas les noms des personnes qui m'ont posé les questions en premier en tout cas. Et pas de nom de famille, je vous rassure, juste les prénoms en fait. Et puis on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors vous allez voir, il y a une vingtaine de questions. On va essayer, voilà, enfin en tout cas je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Mais je suis un incorrigible bavard, donc on va voir si j'y arrive. Et voilà, et donc on va commencer par la première question, qui est la question de Véro. Quel a été ton rôle dans le développement de Top for Fun? Alors, mon rôle dans le développement de Top for Fun il est assez particulier. Déjà, je vais reprendre un petit peu la genèse. Qu'est-ce que Top for Fun? À la base, donc c'est une belle parenthèse que je vais vous faire. Top for Fun en novembre 2009, il faut savoir qu'on l'a créé en novembre 2009, et quand je dis on était trois actionnaires fondateurs. C'était une boutique. C'était une boutique de vente d'accessoires en ligne. Il faut savoir qu'à l'origine, on a créé Top for Fun. Le principe, c'est simple. Hein. C'était le meilleur pour le mobile. Le top pour le mobile. Top for Fun. C'est comme ça que le nom est né. Et aujourd'hui, c'est vrai que Top for Fun, qui est le meilleur pour le mobile, peut-être un peu surprenant comme nom, sachant qu'on l'a basculé, je vais vous expliquer pourquoi, sur un modèle éditorial. C'est-à-dire qu'on fait du test et de la news. Alors, Top for Fun, c'est une boutique de novembre 2009 à novembre 2011. Ça a été une boutique qui a très bien marché. Mais justement, elle a trop bien marché. Donc on commençait à avoir des problèmes à gérer la logistique. Ça faisait beaucoup de commandes à expédier par jour, mais vraiment beaucoup trop de commandes à expédier. Donc on a pris la décision, justement, nous trois, donc c'est les actionnaires fondateurs comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, on a pris la décision d'arrêter la boutique en ligne, d'arrêter cette activité de vente en ligne d'accessoires de téléphone et de basculer sur un modèle éditorial. Alors les deux actionnaires qui m'accompagnaient se sont au fur et à mesure un peu détachés de Top for Fun, bien que je vous rassure, ils ont toujours un regard, ils sont toujours là, ils sont jamais très loin. Mais voilà, ils se sont un petit peu détachés, en tout cas ils sont moins impliqués, ils font plus de rédactionnel. Et depuis donc novembre 2011 jusqu'à aujourd'hui, donc décembre 2013 au moment auquel je fais cette vidéo, c'est vrai que c'est moi qui ai géré l'activité. Voilà, j'ai géré le site avec différents testeurs qui m'ont rejoint au fur et à mesure du temps justement pour m'aider parce qu'il y avait de plus en plus de charges, hein, il y avait de plus en plus de téléphones à tester. Voilà, donc mon rôle il est clair hein, pour répondre à cette question. Mon rôle c'est simple, j'étais l'un des co-actionnaires fondateurs et aujourd'hui on peut me qualifier d'éditeur en chef ou de rédacteur en chef, éditeur. Voilà, c'est un peu le rôle que j'ai aujourd'hui chez Top for Fun. Alors François qui me pose la question, mais quelle est votre marque préférée et votre OS préféré? Alors c'est une question un peu particulière. Alors, un peu particulière dans le sens où je vais avoir du mal à répondre à cette question. Alors, je ne suis pas maqué avec une marque en particulier, il faut le savoir, j'ai pas de contrat, j'ai rien du tout, donc je peux très bien switcher de marque quand je veux. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis pas mal sur LG, alors, tout simplement parce que j'ai un Nexus 4 ici dans la main, et puis tout simplement parce que je suis en train de switcher sur un LG G2. Donc voilà, c'est les deux téléphones que j'utilise un petit peu aujourd'hui en ce moment, voilà, c'est les deux LG. C'est un peu le hasard qui fait ça, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a encore quelques semaines, j'utilisais un HTC One Mini, encore avant j'ai eu un Nokia Lumia 920 et encore avant j'étais très iPhone. Donc j'ai eu très longtemps des iPhones. Donc bon, tout ça pour vous dire que finalement je ne suis pas maqué avec une marque en particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus tendance à me diriger vers du LG parce que c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec pas cette marque elle-même, mais plutôt avec les mobiles. Il faut savoir en fait que je suis, et je l'avoue très clairement, très opportuniste. C'est-à-dire que je me positionne sur une marque, sur un mobile en particulier, quand je trouve qu'il est intéressant, quand je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix, performance-prix, etc. Quand je suis vraiment convaincu de l'intérêt de ce téléphone, c'est vrai, et quand c'est le bon moment pour moi, et ben j'en change. Voilà, donc je suis très opportuniste. Aujourd'hui c'est un LG G2, demain rien ne dit que je passe pas sur un Samsung Galaxy Note 3 ou d'ici quelques temps que je revienne sur un HTC One, par exemple quand ils sortiront le 2, etc. Voilà, je suis très opportuniste, j'ai pas de marque préférée, c'est simplement, voilà, c'est un concours de circonstances et vraiment encore une fois de plus c'est de l'opportunisme, j'insiste vraiment sur ce terme. Et la marque d'OS préférée, alors j'en ai pas.
J'en ai pas, et vous l'avez compris, hein, j'ai été Windows Phone à un moment donné avec du Nokia Lumia, j'ai été très iOS avec beaucoup d'iPhone, parce que j'ai eu du 3G, j'ai eu du 4, d'ailleurs qui a été une très très mauvaise surprise pour moi d'ailleurs, sur l'antenne à guette. J'aime bien enfoncer le clou, à chaque fois que je parle de l'iPhone, j'aime bien casser sur l'antenne à guette parce que j'ai été vraiment déçu. Et puis voilà, et puis il y a de l'Android, et où forcément aujourd'hui je suis très Android. C'est un concours de circonstances qui fait que finalement, de toute façon, c'est le système d'exploitation qui est le plus vendu, en tout cas qui est le plus représenté sur les téléphones neufs, vendus neufs aujourd'hui. Bon, c'est le leader en termes de part de marché, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai pas d'OS particulier, j'ai cité ces trois là parce que pour moi, ce sont les trois meilleurs. Donc à peu de choses près, chacun a sa force, chacun a ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses, pardon. Et au final, vous l'avez vu, hein, j'arrive assez facilement à switcher de l'un vers l'autre. C'est encore une fois de plus de l'opportunisme. Par contre, effectivement, j'ai beaucoup de mal à passer sur des OS alternatifs. À un moment donné, j'ai essayé d'être sur Bada, c'était une catastrophe, j'y arrivais pas, j'ai vraiment pas aimé du tout Bada. Il y a des petits OS alternatifs, il y a du Firefox OS, etc. sur lesquels voilà, je trouve un intérêt, il y a de l'intérêt, mais j'arriverai jamais à me positionner en tant qu'utilisateur particulier, en tant que perso, j'arriverai jamais à me mettre sur ça. Donc les trois OS, j'en ai pas un, hein, mais j'en ai trois, un iOS, Android, Windows Phone, et c'est pas du tout classé, les trois sont au même niveau pour moi. Mathias qui me pose encore une question. Combien de temps vous prend un test en moyenne? C'est long. Alors c'est long. Un test en moyenne prend, en tout cas en ce qui me concerne, à peu près 8 à 10 heures. C'est-à-dire que, pour être très très clair, entre le moment où je réceptionne un téléphone, donc il y a déjà la gestion de la logistique. Il faut savoir que tout se passe par coursier, enfin en tout cas presque tout se passe par coursier. 90% du temps c'est les coursiers, le reste du temps c'est le colis. Donc il faut gérer, il y a un aspect logistique à gérer, il y a un planning à gérer, donc déjà ça c'est consommateur de temps, puisqu'il faut savoir, et vous l'avez compris, que je suis éditeur en chef, rédacteur chef, enfin bon voilà, en gros je gère le planning de toute l'équipe, donc c'est un peu particulier. On réceptionne le téléphone, donc moi je me positionne maintenant, je réceptionne le téléphone, je commence à le tester, je commence à écrire l'article, je prends quelques photos avec le téléphone pour illustrer l'article, au niveau du capteur photo, je prépare la vidéo, je fais la vidéo, je la mets en ligne, je la coupe, etc. Enfin bon, tout ça, ça prend entre 8 et 10 heures. Un test de téléphone, bien tassé, c'est 8 à 10 heures. En gros, difficile de faire un test en moins d'une heure, ça c'est sûr. Je sais pas d'ailleurs comment il y en a qui en font. Combien de temps vous prend un test? Donc ça c'était la question de Mathias, pardon. Kevin, penses-tu être le meilleur youtubeur de ta catégorie? Ouais, carrément. Oh, ouais, génial. Non, en fait, pour répondre clairement à cette question, il faut être humble. Penses-tu être le meilleur youtubeur de ta catégorie? Primo, non. Alors primo sur l'échelle nationale, donc en franco-français, il y en a d'autres. Notamment je vais citer un de mes confrères, mes amis surtout, qui s'appelle Axel, de Test Mobile, voilà, que je cite régulièrement, tout simplement parce qu'on anime des podcasts ensemble, et surtout parce que voilà, on est dans la même catégorie, on est dans le même trend, on fait à peu près les mêmes tests, mais voilà, effectivement il est doué, et je le reconnais, il faut savoir reconnaître la compétence des autres. Voilà, je me positionne, je pense, à peu de choses près au même niveau que lui. Par contre, moi, je regarde plus loin que l'échelle franco-française, pardon, et je regarde notamment énormément les tests à l'international. Donc, j'ai certains confrères, on peut les appeler comme ça, qui sont des confrères américains, des confrères US, et qui, eux, pour le coup, sont vraiment doués. Vraiment doués parce qu'ils font des belles choses dans leurs vidéos, ils ont des beaux coupages, pardon, des belles intégrations, etc. Donc, oui, pour moi, effectivement, non, je ne suis pas le meilleur youtubeur, c'est clair. Il y a des Américains qui font du très bon taf, et voilà, il faut le reconnaître. Et moi justement, je vous le dis honnêtement, hein, j'essaie de m'inspirer, j'essaie d'aller vers cette tendance-là, et d'améliorer la qualité des vidéos. Voilà. Ça c'est la question de Kevin, merci Kevin d'ailleurs. Manu, quel est votre objectif pour 2014? Alors c'est très clair, l'objectif pour 2014, plus de tests, encore plus de tests. Donc il y a des testeurs qui vont nous rejoindre, développer Top for Phone, pas sous l'aspect professionnel parce que ça reste encore de la passion. D'ailleurs c'est une autre question sur laquelle je vais revenir d'ici quelques instants, mais développer Top for Phone vers du pro, ou en tout cas du semi-pro, tout simplement en lui donnant un peu plus de carrure, quelque chose de plus costaud, quoi. Une esthétique plus sympa. Vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver, donc voilà, c'est juste de renforcer Top for Phone et de faire croître tout simplement le site, de faire croître la chaîne. Voilà, c'est un petit peu le plaisir parce que forcément on aime bien quand vous êtes plusieurs centaines de milliers de personnes à voir nos vidéos par mois. Il faut savoir qu'on est à plus de 700 000 vidéos vues en ce moment par mois. C'est en décembre 2013 lorsque je fais cette vidéo. On a dépassé les 700 000, on est même à 750 000. Sur le site, pareil, on est à plus de 300 000 visiteurs uniques par mois. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que le travail est valorisé par un nombre de visiteurs supplémentaires. Bon, c'est comme ça. Donc l'objectif, ce n'est plus ni moins que celui-là, c'est de croître. Justement, ça me permet de rebondir sur une autre question que Mathias m'a posée aussi, encore Mathias.
Est-ce que TFP, Tough for Fun, est votre métier ou une passion? Eh bien c'est très simple, c'est une passion. Alors aujourd'hui, Tough for Fun, c'est très loin de générer suffisamment de cash, mais à milieu de générer du cash suffisant pour payer ne serait-ce qu'un salaire. Alors vous l'imaginez, on est plusieurs derrière, parce que comme je vous l'ai dit, on est 3 co-actionnaires fondateurs, donc déjà, bon, ça fait pas beaucoup de cash au final, et puis il y a des éditeurs, des rédacteurs supplémentaires, pardon, qui m'ont rejoint, il y a des testeurs supplémentaires qui m'ont rejoint, donc bon, en gros, il y a de quoi payer un resto de temps en temps, et c'est déjà pas mal. Donc non, clairement, c'est pas un métier, parce que de toute façon, en termes de cash, ça sera jamais suffisant, mais ça reste une belle passion, et c'est une passion voilà, sur laquelle on espère tenir le plus longtemps possible. Hein. Tant que la passion nous anime, on continuera Tough for Fun. Voilà, c'est tout. Question de Manu qui me demande: est-ce que vous prévoyez de couvrir plus d'événements à l'avenir? Oui. Oui, clairement. En 2013, il faut savoir que j'avais couvert le MWC, donc le Mobile World Congress qui s'est tenu à Barcelone. En 2014, c'est exactement la même chose. Alors, c'est pas moi qui vais le couvrir probablement, c'est probablement Étienne. Alors là, je vois un peu la mèche. On va voir comment on s'organise, Étienne et moi, justement, sur cette couverture d'événements. Mais il faut savoir que c'est probablement Étienne qui va justement couvrir le MWC 2014. Il y a d'autres événements, il y a plein d'événements, et vous l'avez vu probablement au cours des derniers mois, qui sont des événements presse, des événements constructeurs auxquels on se rend de plus en plus fréquemment. Donc il y a des vidéos qui sont retournées, récemment c'était du LG, avant il y avait du Wiko, etc. Donc on va continuer à couvrir les événements des constructeurs, on va couvrir aussi de plus en plus d'événements, on va dire professionnels. Donc il y a le MWC, on ne sera pas au CES, qui se tient à Las Vegas en janvier 2013, parce qu'il est trop généraliste, premièrement, et puis en plus il est à Las Vegas, donc le billet d'avion il n'est pas donné. Et puis on couvrira peut-être aussi le MedPeak, c'est à Monaco, parce que c'est plus accessible pour nous, hein, tout simplement, c'est Monaco, hein, c'est moins loin que Las Vegas, c'est plus accessible en termes de déplacement. Et puis peut-être l'IFA, mais je trouve l'IFA très généraliste, c'est le salon qui se trouve à Berlin et qui a lieu en septembre. Voilà, mais clairement Manu, je te rassure, effectivement, on couvrira de plus en plus d'événements. Autre question de Gilles cette fois-ci: quels sont les mobiles personnels des testeurs de Tough for Fun? Alors, eh ben, je vais être très clair. Les miens, je les ai évoqués tout à l'heure. Donc en ce moment, j'ai un Nexus 4. Je suis en train de switcher sur un LG G2. Ça, c'est donc mes téléphones perso pour le moment. Enfin, en tout cas, c'est mes téléphones principaux. Il faut savoir que j'ai un téléphone secondaire pour la ligne de Tough for Fun, parce que Tough for Fun a sa propre ligne mobile, qui est un vieux nanar basique. Voilà, bon, c'est pas trop le problème. Maintenant, pour répondre à cette question sur les autres testeurs, Étienne par exemple a aujourd'hui un Xiaomi Red Rice, Hongmi, c'est le nom en chinois. Donc un Xiaomi, parce qu'il me reprend à chaque fois que je dis Xiaomi, ça se dit pas Xiaomi, ça se dit Xiaomi. Il a un Xiaomi Red Rice, Hongmi. Il attend son Mi 3 là, qui est censé arriver, mais bon, il a un peu de retard au niveau de la livraison à son téléphone, donc ça va d'ailleurs le faire rire quand quand il va regarder cette vidéo. Donc Étienne a voilà, un Xiaomi. Xavier, donc, qui est le newser et le modérateur du forum notamment, lui a un Alcatel One Touch Idol X, si mes souvenirs sont bons. Ou Idol S. Non, c'est un Idol X, je crois. Et eh bien, on a d'autres testeurs qui vont nous rejoindre. Il faut savoir qu'il y a Jacques qui va commencer un premier test, donc notamment qui est un rétro-test en fait, et qui commence par un Samsung Galaxy Note 1. Donc c'est son téléphone en fait qui va tester en rétro-test. Donc c'est aussi la manière pour lui de se roder un peu. Et il y a d'autres testeurs, notamment, sur lesquels je ne vais pas envoyer pour le moment, parce que je suis en train de finaliser justement leur intégration, leur arrivée. Pour le moment, voilà, j'envoie pas trop là-dessus. Voilà, vous l'avez compris, il y a plein de choses. Hein. Finalement, on n'est pas, encore une fois de plus, maqué avec une marque en particulier. Chacun des testeurs de Tough for Fun et chacun des contributeurs de Tough for Fun est aussi opportuniste que moi. On choisit un petit peu au fur et à mesure ce qui nous intéresse au moment où ça nous intéresse. Voilà. Clément, qui revient avec gagnes-tu ta vie avec Tough for Fun? Alors désolé, hein, ça rejoint un petit peu une question précédente. Non, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est très loin d'avoir suffisamment de cash pour ne serait-ce que justifier un salaire. Donc encore une fois de plus, on se paye des restos, mais ça ira jamais beaucoup plus loin que ça. Clément, êtes-vous seulement deux chez Tough for Fun? Non, je l'ai évoqué tout au long de cette vidéo. Il y a 3 co-actionnaires, 3 co-fondateurs, donc il y a déjà cette équipe-là, même si les 2 autres ne participent plus beaucoup. Il y a Étienne qui m'a rejoint récemment en tant que testeur. Il y a Xavier qui est le rédacteur newser sur le blog, que vous retrouvez notamment au cours des différentes news et rumeurs, parce que c'est lui qui les rédige et qui est modérateur sur le forum. Il y a Jacques qui vient de nous rejoindre, et il y en a d'autres. Voilà. Mais pour le moment, je ne vous donne pas leur prénom parce que c'est un peu trop tôt, c'est un peu précipité. Mais voilà, sachez qu'effectivement, on est plus que 2 quand même, heureusement, parce que là, moi, j'arrivais plus à tenir de toute façon les derniers tests. Le mois d'août 2013, par exemple, a été très chaud. Hein. Au contraire, on aurait pu se dire c'est les vacances, mais non, j'ai jamais eu autant de tests à faire seul qu'en août 2013. Clément, feriez-vous un jour autre chose
que des mobiles. On a un peu commencé déjà, on a commencé à faire quelques pardon, quelques tablettes. Rien ne dit qu'à terme on fasse pas des montres connectées par exemple, ou parfois des PC, ou autre chose, je sais pas. Voilà, donc pour le moment on est vraiment très smartphone, c'est vrai, on commence à faire un petit peu de tablettes, rien ne dit qu'à terme on soit pas un peu plus high-tech, plus généraliste on va dire. Mais bon, ça encore pour le moment sachez qu'on va rester vraiment sur du smartphone, on sait jamais. Sylvain, à quand un ou des comparatifs poussés de 3 modèles de gamme identiques? Quand on aura le temps. Voilà, c'est un peu bête à dire aujourd'hui, on est tellement dans le rush, et en plus, vous l'avez compris, hein, on a de plus en plus de testeurs qui nous rejoignent, mais on est tellement dans le rush qu'on a déjà du mal à faire les tests en eux-mêmes, à couvrir tout le catalogue de tous les constructeurs sur Hexagone, qu'on aura encore plus de mal à faire des comparatifs. Alors on en fait de temps en temps, parce qu'on arrive à avoir une opportunité avec 2-3 téléphones en même temps, mais c'est très 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 difficile pour nous, parce que voilà, finalement on essaye d'avoir une couverture la plus exhaustive possible, hein. On essaye d'être le plus large, et surtout de ne pas privilégier les constructeurs. Au contraire, certains confrères qui sont pas maqués, mais en tout cas qui privilégient les constructeurs, nous au contraire on essaie de se désengager de cet aspect de marque, et d'être très généraliste, tout en couvrant des marques qui parfois ont peu d'audience, peu de notoriété, mais qui nous intéressent parce que par exemple elles ont des rapports qualité-prix ou performance-prix intéressantes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait notamment, qu'on a fait découvrir Wiko en 2013, voilà, ou même 2012 je crois. Voilà, donc les comparatifs ça sera pour plus tard quand on aura vraiment plus de temps. Encore, alors une autre question, Hugo, pourquoi avoir pris le LG Nexus 4 comme mobile perso au lieu d'autres mobiles présents sur le marché? Sachant qu'en plus je suis en train de switcher sur un LG G2, tout simplement parce que le LG Nexus 4 est un excellent, comme tous les Nexus d'ailleurs en général, excellent rapport performance qualité-prix. Ils sont tous généralement très bien construits, très bien finis, donc en termes de matériaux de finition c'est généralement du très bon matériel. Donc le Nexus 4 pour moi est d'ailleurs le summum, avec le Nexus 5 qui est un peu différent mais qui vient aussi dans cette catégorie d'apothéose de fabrication, de niveau de qualité de fabrication Nexus. Mais c'est tout simplement aussi parce que c'est un mobile qui est super performant pour un prix qui est plus que raisonnable. Autre avantage du Nexus 4, comme tous les Nexus d'ailleurs, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de surcouche. Donc c'est quelque chose qui est plutôt neutre, qui vous permet de bénéficier des mises à jour les plus récentes du système d'exploitation, ce qui permet d'être un petit peu au courant de l'actualité. Voilà, donc c'est pour ça que les Nexus, je les aime beaucoup, c'est des produits sympas, généralement un excellent rapport qualité-prix. Voilà. Ça c'était donc une question de Hugo. Hugo, autre question d'Hugo, à quelle taille d'écran penses-tu que les smartphones vont s'arrêter? Alors en fait là je pense que ça va jamais s'arrêter. On a allègrement dépassé les 5 pouces au courant de l'année 2013, mais alors allègrement, c'est à dire qu'en 2012 on estimait que 5 pouces c'était déjà grand, en 2013 on a éclaté la barre comme il fallait, c'est à dire qu'il y a un nombre de constructeurs qui ont sorti des phablettes, mais alors de partout, on en a vu mais vraiment partout. Moi je pense qu'à un moment donné on va vraiment arriver sur des 5, 6, 7 pouces de manière de plus en plus fréquente. Sauf que, à un moment donné, c'est l'utilisateur qui va décider. C'est-à-dire que je pense que les constructeurs aujourd'hui sont en train de sortir de plus en plus de phablettes parce que c'est la tendance marché qui veut ça. Mais à un moment donné, je pense que le marché va revenir en arrière. Enfin, en tout cas, c'est ma propre appréciation. Parce que, bon, se coller un phablette contre l'oreille, au bout d'un moment, c'est un peu grand, quoi, hein, faut le dire. Il faut le transporter aussi. Donc, en termes de praticité, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va effectivement dans une tendance qui est celle du phablette. Je pense qu'à un moment donné, on va revenir en arrière. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, en attendant, il ne faut pas s'étonner, voilà, il ne faudra pas s'étonner de tomber sur des 5, 6, 7 pouces dans la rue, dans le métro, vous allez en voir de plus en plus. Je pense que c'est la grosse tendance marché, et ça va encore durer facilement 2 ans, je dirais. Voilà, donc voilà. Bon, aujourd'hui, les smartphones, ils vont s'arrêter à 7 pouces. Hein. Au-dessus, je pense pas. Hein. Au-dessus, c'est comme téléphoner avec une tablette. C'est pas très très intéressant en soi. Je pense qu'on y perd tout l'intérêt. Une question d'Ali. Pourquoi certains mobiles n'ont pas de slot SD? Micro SD. Alors, c'est assez particulier comme question, parce qu'il y a différentes hypothèses. J'en avais parlé d'ailleurs avec un constructeur récemment qui m'avait évoqué parce que pourquoi ils ne mettent pas de slot SD? C'est pas une question de coût, parce que le composant en lui-même il vaut 20 centimes. Installer un slot SD dans un téléphone, c'est pas cher, ça vaut 20 centimes, c'est rien du tout. Non, c'est simplement parce que ce fameux constructeur m'avait évoqué que ça lui permettait de réduire l'épaisseur du téléphone. Parce qu'en mettant moins de composants, moins d'emplacements, parce qu'un emplacement finalement, d'emplacement de micro SD, c'est pas trop le pauvre carcan métallique qui prend de la place, c'est surtout que pour mettre le carcan, il faut déjà monopoliser quelque chose dans le téléphone, mais c'est surtout que ça fait un trou, hein, ça prend de la place pour insérer la micro SD, donc c'est surtout une contrainte de taille. Ça c'est la première chose, la contrainte de taille au niveau de l'épaisseur du téléphone, alors où tous les constructeurs essayent de réduire la taille de leur téléphone, en tout cas l'épaisseur.
Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce que m'avait sorti ce constructeur. Il y a une autre théorie qui est là, strictement commerciale et marketing, c'est que notamment comme sur du Nexus, c'est tout simplement qu'en sortant sur différentes versions bridées en mémoire, c'est-à-dire que vous allez sortir un 16 Go, un 32 Go ou un 32 et un 64 Go, et en enlevant la capacité d'ajouter de la mémoire avec un micro SD, et bien en fait vous avez une stratégie de produit d'appel, de prix d'appel. C'est-à-dire que vous allez sortir une version pas chère à 8 Go par exemple, mais que peu de personnes vont acheter, qui va vous permettre de mettre un prix facial, donc un prix frontal aux yeux du consommateur bas, mais finalement vous savez très bien que parce que la mémoire est limitée et que vous ne pouvez pas l'étendre, eh bien les utilisateurs vont basculer sur une mémoire plus importante. C'est notamment ce qui s'est passé avec le Nexus 4 qui était vendu en 8 et 16 Go, et finalement l'essentiel du marché s'est déporté vers le 16 Go plutôt que le 8 Go parce qu'il n'y avait pas d'emplacement micro SD. Ça, c'est aussi une des raisons. Il y a une troisième raison qui me vient à l'esprit, c'est le SAV. Il faut voir qu'il y a un nombre important de retours SAV qui sont faits parce que les cartes SIM, c'est une blague, ça me fait sourire parce que j'ai longtemps travaillé chez les opérateurs et on avait souvent cette blague qui revenait, parce que certains utilisateurs ne mettent pas la carte au bon endroit. Quand vous avez un emplacement de micro SD et un emplacement de carte SIM, parfois il y a des gens qui se trompent, qui mettent la carte SIM dans l'emplacement micro SD, etc., ou pas dans le bon sens et qui la bloquent, et qui ne mettent pas forcément la bonne taille de carte SIM, pas là où il faut. Et donc finalement ça fait des retours SAV. Donc en enlevant un emplacement micro SD, en général vous vous abstenez, vous réduisez un petit peu le taux de panne, le taux de retour SAV. Bon, c'est comme ça. Enfin en tout cas ça fait partie des raisons que j'envisage. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question pourquoi certains mobiles n'ont pas de slot SD, micro SD. Mohamed, quel est pour toi le meilleur téléphone rapport qualité-prix? Moi c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à cette question. Allez, hop, je passe. C'est les Nexus, j'ai déjà répondu à cette question. Francis, savez-vous quelles marques ont un SAV exemplaire? Pas vraiment, non. C'est très difficile de savoir en fait le taux de panne des constructeurs. Quand on est chez les opérateurs, c'est-à-dire qu'à une époque j'étais chez les opérateurs, vous l'avez bien compris il y a quelques instants, on arrivait à avoir des taux de panne. C'est-à-dire que forcément on gérait les SAV de certains constructeurs et après on leur envoyait les téléphones. Donc on arrivait à calculer des taux de panne. Il y a des marques qui sont un petit peu plus problématiques en France parce que c'est des marques qui sont plus jeunes. Je ne vais pas les citer parce que ça ne vaut pas la peine de leur taper dessus. Elles démarrent, donc on va leur laisser un petit peu de temps pour se poser. Ce qui est le problème, c'est pas tant le fait d'avoir des pannes, parce que bon, il y en aura toujours, quelle que soit la marque, qui soit la plus prestigieuse ou pas, il y a toujours des pannes. C'est pareil dans l'automobile, vous avez beau acheter une Ferrari, votre Ferrari elle peut quand même tomber en panne. C'est comme ça. Ce qui compte derrière, c'est la garantie qui est octroyée par les constructeurs, c'est surtout ça qui compte. Et c'est surtout le SAV, la capacité du SAV à gérer correctement et rapidement votre retour panne. C'est juste ça qui compte. Et là, effectivement, il y a des marques qui s'en sortent mieux que d'autres. Et les marques qui s'en sortent pas, en général, elles ont mauvaise presse sur le web, donc j'ai même pas besoin de les citer. Vous les voyez très bien. En tout cas, vous savez très bien de quelle marque j'entends. Quelle marque je veux parler. Francis, quelles marques sont les plus à l'écoute des clients et de vos remarques? Alors il faut savoir que sur le site et sur la chaîne YouTube, il y a des marques qui passent régulièrement, les chefs de produits de certaines marques, les community managers de certaines marques passent régulièrement, les agences presse de certaines marques font des revues de presse d'ailleurs, passent régulièrement sur le site, le blog, donc le forum, la chaîne, Twitter et Facebook. Et je me suis déjà vu faire quelques remarques par certains constructeurs. Alors ça m'a jamais influencé, parce que finalement quand les constructeurs commencent à pas jouer le jeu avec moi, je les envoie un peu bouler. Ça m'est arrivé récemment d'envoyer bouler un constructeur et de décider de ne plus jamais couvrir ses mobiles. Ça m'est arrivé, et ça vous voyez peut-être duquel duquel je parle. Mais tout ça pour en revenir justement à cette question. Quelles sont les marques qui sont les plus à l'écoute de vos remarques, justement des commentaires et autres qui sont faits sur le site, le blog, etc. Bon, il y en a qui sont vraiment très réactives. Il faut savoir notamment, et là je l'ai cité, il y a Nokia, il y a Alcatel, il y a Wiko, Sony à une époque était très très vigilante notamment à ce qui a été dit sur le site et sur le forum et sur la chaîne. LG aussi, très très fréquemment LG regarde et je sais qu'ils le regardent. Voilà, donc il y a des constructeurs qui sont très vigilants, en tout cas primo à ce que l'on dit de leur mobile, forcément, hein, et puis deuxio à ce que vous dites de leur mobile. Et sachez que parfois, certaines de vos remarques sont prises en compte. Il y a encore récemment un constructeur qui a réagi par rapport aux remarques que vous faisiez sur le site, en indiquant notamment, c'était une remarque qui portait sur la gestion de la micro SD et le fait de pouvoir placer des applications et des jeux
jeux et applications diverses sur la micro SD, et c'était pas possible à l'époque lorsque le téléphone a été lancé. Et nous-mêmes, on avait montré la chose, et vous aviez réagi de façon très virulente, notamment sur le forum et le site. Eh bien, la marque vous a écouté. Donc, preuve effectivement que, voilà, c'est pas pour dire que Tough for Phone est un site internationalement connu et que toutes les marques réagissent, mais il y en a qui vous écoutent, en tout cas plus vous que nous, mais il y en a qui écoutent effectivement sur Tough for Phone. Voilà. Johan qui nous dit, enfin en tout cas qui demande, y aura-t-il des produits sous la marque Tough for Phone pour aider à financer le site? Non. Alors non, clairement non, parce qu'à une époque, voilà, comme je l'ai dit, on était une boutique. À cette époque-là, effectivement, on avait pensé faire des produits brandés Tough for Phone. On a laissé l'idée de côté, parce que c'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de contraintes. Par contre, ce qui est probable, c'est qu'au courant de l'année 2014, il y ait des goodies Tough for Phone. Et alors on verra, je pense pas qu'on les vende, ça sera des petits goodies. Donc on verra dans quelle mesure on peut les offrir, tout simplement. C'est juste ça. Mais oui, il y a de fortes chances qu'au courant de l'année 2014, il y a des petits produits, des petits trucs, je sais pas, on verra bien, mais des petits goodies, des petits trucs pas trop chers pour nous, hein, parce que vous l'avez bien compris, on n'a pas non plus des milliers d'euros. Hein. Mais voilà, il y aura des petits trucs, je pense, au courant de l'année 2014. Et alors là, il y a deux questions fréquentes sur lesquelles j'ai envie. Alors c'est une grande parenthèse, voilà, j'ai répondu à tout un tas de questions que vous m'aviez posées. Il y en a deux sur lesquelles j'ai envie d'insister à la fin de cette vidéo, parce qu'elles reviennent très fréquemment. Alors, il y a deux questions. La première, c'est pourquoi ne testez-vous pas de produits Apple? Alors Apple est une marque très particulière, parce qu'il faut savoir qu'Apple ne prête pas ses téléphones. Jamais. Apple est une marque qui estime que les journalistes doivent acheter les téléphones, ou en tout cas plus largement les produits, parce qu'ils ont aussi des tablettes bien sûr, et des Mac, des ordinateurs portables et des bureaux. Donc la marque Apple estime que si vous êtes un testeur, si vous êtes un journaliste, vous n'avez qu'à acheter des produits. C'est simple. C'est une marque extrêmement prétentieuse, je le dis clairement, qui estime ce que je viens de vous dire. C'est vous êtes un journaliste, la marque dit débrouillez-vous. Voilà pourquoi sur le site, vous n'avez trouvé à l'heure actuelle qu'un seul test, qui est celui de l'iPhone 5S, qu'Étienne avait réussi à obtenir, voilà, qui avait été acheté par une de ses relations et qu'il avait réussi à tester. C'est la seule fois. D'un autre côté, moi personnellement, depuis que j'ai acheté ce fameux iPhone 4 avec son antenne Aguette, j'ai décidé, et là c'est personnel, c'est pas Tough for Phone qui s'exprime, c'est moi, j'ai décidé de boycotter la marque. Donc j'ai été très déçu par l'attitude de la marque qui a consisté à offrir un bumper pour essayer de corriger un bug sur un téléphone qui valait quand même plus de 600 euros. Voilà, donc j'ai décidé de ne plus acheter de produits de la marque. Alors je dis pas que d'ici quelques années j'y reviendrai pas. Enfin voilà, ça m'a servi de vaccin. J'ai pas aimé l'attitude de la marque et j'aime encore moins l'attitude de la marque au niveau de sa prétention, de cet aspect un petit peu débrouillez-vous. Vous êtes un journaliste, vous avez qu'à lâcher des euros. C'est sûr qu'elle coûte 600 ou 700 euros. C'est sûr qu'on va tester souvent leurs produits. En tout cas chez Tough for Phone, c'est clair. C'est pas la seule marque qui nous a fait le même coup. Il y a une marque canadienne qui va pas très bien aussi, qui répond jamais à nos sollicitations. Là c'est un peu le moment où je troll. Il y a une marque canadienne qui répond jamais à nos sollicitations. Ah, là c'est pareil, vous ne trouverez pas leur test de produit sur notre site, bah, tant pis pour vous, voilà, c'est tout. Je ne vais pas perdre du temps, on a déjà peut-être 15 marques à couvrir, bah, il y en a qui ne veulent pas jouer le jeu, bah, ils ne jouent pas le jeu, et puis voilà, mais c'est tout. Et, bon, ça ne me fait pas plus de peine que ça. Question habituelle encore une fois de plus, c'est que faites-vous des mobiles qui sont testés? Alors ça c'est la question qui revient au moins une fois par jour. Vous êtes peut-être déjà au courant de ce qui se passe, mais je viens d'évoquer il y a quelques instants, les téléphones nous sont prêtés. 95% des téléphones qui sont testés par Tough for Phone sont des téléphones qui sont prêtés. Ce qui suppose donc que quand ils sont prêtés, on les reçoit, on les teste pendant une semaine, 2 semaines maximum, et on les renvoie. On n'a jamais, je le dis clairement, on n'a jamais été... alors il y a le mythe du journaliste qui se fait rincer, on n'a jamais été rincé par une marque. On n'a jamais reçu un téléphone cadeau. Ça n'a jamais existé. Donc concrètement, quand on reçoit un téléphone, on le teste, on le rend, c'est du prêt. Ça c'est 95% du temps. Alors forcément il y a 5% du reste du temps où vous dites mais qu'est-ce qui se passe? On les achète. On les achète parce que ça devient nos mobiles perso. Le Nexus 4 que vous voyez là, c'est mon mobile perso. Le LG G2 qui est derrière moi, c'est mon mobile perso. Le Xiaomi Red Rise de Étienne actuellement, c'est son mobile perso. Et le Mi 2 qu'il avait testé avant, c'était son perso. Voilà, donc à chaque fois à chaque fois, dites-vous une chose. C'est pas très français comme phrase. Mais 95% du temps sont des mobiles qui sont prêtés. 5% du temps sont des mobiles qui sont achetés. Et comme on n'est pas non plus Crésus, forcément on achète les téléphones et on les revend derrière. On fait de la rotation, c'est-à-dire qu'on garde nos téléphones. Voilà, on n'en a jamais vraiment plus de 2 à la maison. Voilà, donc c'est comme ça. C'est tout.
Donc ce sont des téléphones qui sont, j'insiste bien là-dessus, prêtés. Et donc ne nous demandez pas si on les revend derrière, parce qu'on ne les revend pas, on les rend. Voilà, tout simplement. On revend les nôtres par contre, ça c'est sûr. Mais c'est très rare, et puis de toute façon on passe par des sites comme le Bon Coin pour pas faire de pub. C'est comme ça. Voilà, donc c'était la première vidéo, c'est la dernière question, hein. C'était la première vidéo de réponse à vos questions. Top for Fun répond à vos questions. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à me dire si vous voulez une deuxième vidéo de ce type-là. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les questions, à me poser vos questions hein, pour la deuxième vidéo. Si ça vous intéresse, on verra si on en fait une donc. Et puis il y en aura d'autres, enfin j'espère en tout cas, hein, c'est vous qui me direz. Il y en aura d'autres, et puis s'il y en a d'autres, forcément on verra si on ne veut pas interagir d'autres testeurs, tout simplement au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, ça fait toujours plaisir. Mettez des pouces rouges si vous voulez me marquer le coup et dire que c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire. Et puis on verra bien. Allez, à bientôt, ciao ciao.